Salut à tous, me voilà de retour pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci qui va traiter du personnage peut-être le plus puissant et influent du XVIe siècle en Europe. Il s'agit de Charles Quint. Charles Quint qui a été à la tête d'une grande partie de l'Europe. Charles Quint qui a été à la réception de plusieurs fuseaux d'héritage qui ont fait que quand il est né, il était potentiellement l'héritier de 4 familles différentes. À la base, quand il est né le 24 février 1500 à Gand, Gand à l'époque ça fait partie des Pays-Bas. C'était pas encore la Belgique, hein, et ça faisait partie en fait du duché de Bourgogne, puisque le duché de Bourgogne c'était plus large que la Bourgogne qu'on connaît actuellement, puisque ça allait jusqu'aux Pays-Bas. Et donc lui il est né dans la famille Habsbourg. D'ailleurs il s'appelait Charles de Habsbourg à sa naissance. C'est le fils de Philippe le Beau et de Jeanne la Folle. Ça ils aimaient bien donner des noms rigolos aux gens. Il a hérité de plein de territoires différents, du fait de ses grands-parents, de ses arrière-grands-parents, de différentes lignées, qui ont fait qu'il a un moment, on voit mieux sur cette carte, il va encercler le royaume de France, littéralement, l'Est, au sud-ouest, au sud-est, et ça va poser un vrai problème pour le roi de France, notamment François Ier, qui va pas du tout aimer ça, et donc il va y avoir des guerres incessantes entre les deux entités, entre Charles Quint et le roi de France, François Ier, puis son fils aussi, Henri II, qui va également lui faire la guerre. Mais c'était quelqu'un qui, en plus, a dominé l'Espagne au moment où l'Espagne commençait à dominer le monde sur le plan des grandes découvertes, puisque l'Espagne venait de découvrir le Nouveau Monde, et elle avait même été jusqu'aux Philippines. Donc vous voyez que l'Espagne, qui n'était pas un royaume très puissant, allait devenir un royaume extrêmement important, très riche, notamment sous sa domination, grâce notamment aux grandes découvertes. Comme je l'ai dit, il naît à Gand, donc à l'époque c'est une possession bourguignonne, et il parle français quand il est gamin, il est de langue maternelle française, puisque c'est l'arrière-petit-fils de Charles le Téméraire. Charles le Téméraire, c'était le duc de Bourgogne qui a affronté Louis XI, le roi de France, des décennies plus tôt. C'était déjà un affrontement entre le duché de Bourgogne et le royaume de France, et donc il a notamment pacifié le duché de Bourgogne qui était très très puissant à son époque. Et donc lui c'est l'héritier de ça, c'est l'héritier de Charles le Téméraire. C'est aussi le petit-fils des anciens rois catholiques dont j'ai sûrement parlé. Ils ont fait deux choses très importantes. Ils ont à la fois achevé la Reconquista, c'est-à-dire reconquérir la péninsule espagnole qui avait été occupée pendant 7 siècles par les Arabes qui étaient remontés par ici dans les années 700. Dans les siècles qui ont suivi, les catholiques ont réussi progressivement à redescendre pour finir par reprendre Grenade, qui a été le dernier bastion musulman. La prise de Grenade elle date de 1492, la même année où les rois catholiques, notamment Isabelle de Castille, a accepté la requête de Christophe Colomb de pouvoir aller à l'époque en Inde, et ce qui a permis à l'Espagne de découvrir le Nouveau Monde grâce à Christophe Colomb. L'Espagne à l'époque c'était plusieurs royaumes, notamment le royaume du Portugal, la Castille et Aragon. Les rois catholiques, Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon, se sont tout simplement mariés pour unir les deux royaumes de Castille et d'Aragon, et lui il est l'héritier de ça. C'est leur petit-fils, donc c'est pas l'héritier direct, puisqu'en fait l'héritier c'est son cousin, qui va mourir la même année de sa naissance. Tandis que lui il est né, et quelques mois plus tard, le neveu de sa mère, son cousin, meurt, et donc de fait, par sa mère, il va devenir l'héritier du royaume de Castille. Et c'est également le petit-fils de Maximilien, qui n'est autre que l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Donc le Saint-Empire romain germanique, c'est immense, hein, ça va jusqu'en Pologne. Donc c'est un empire immense qui était un conglomérat de petites entités, des duchés, des villes-états, etc., qui élisaient un empereur à la mort du précédent. Il est à la fois très puissant et en même temps très difficile à gérer, puisque l'empereur avait un pouvoir relatif. Donc il va réussir à bénéficier de tout ça. Il va aussi un petit peu se démerder pour acquérir ses couronnes. Il va devenir Charles Quint, il va être nommé empereur du Saint-Empire romain germanique. Il va être appelé Karl V, c'est le 5e Charles, en espagnol Charles Quint, mais il va être également Charles II de Bourgogne, il va être Charles Ier d'Espagne. Et son rêve, son grand rêve qui va échouer, on va le voir, c'était d'unir réunir le grand empire carolingien de lointain prédécesseur Charlemagne, un grand empire carolingien chrétien, catholique. Et ça, le problème, c'est que ça va se heurter aux velléités de François Ier, qui lui n'est pas d'accord évidemment. Et il va également se heurter à la réforme protestante qui va s'éveiller au moment même de son règne dans le Saint-Empire romain germanique et qui va vraiment influencer l'histoire de ce pays. Donc, sa mère a un neveu, donc c'est son cousin, qui est Manuel de la Paz. Il va mourir. Du coup, lui, il devient par sa mère l'héritier du royaume de Castille et d'Aragon, et aussi du royaume du Portugal d'ailleurs. Du coup, il devient l'héritier de fait, par sa mère, Jeanne la Folle, de ce trône. En 1506, donc il a 6 ans, son père meurt, Philippe le Beau. Du coup, il devient duc de Bourgogne à 6 ans. Hein. Bon, comme je vous l'ai dit, le royaume de Bourgogne, c'est très puissant, même si il fait quand même partie du royaume de France. C'est ça le paradoxe, c'est un territoire très puissant,
mais ça fait quand même partie depuis Louis XI du royaume de France en 1515, donc il a 15 ans. À la mort de Ferdinand d'Aragon, donc le mari de Isabelle de Castille, qui est morte en 1504, et là normalement c'est sa mère qui devient reine de Castille logiquement, et il va réussir à l'évincer pour directement devenir roi de Castille, et unir les deux couronnes, Castille et Aragon. Et il a également récupéré des territoires qui appartenaient au royaume de Castille et d'Aragon, à savoir le royaume de Naples, ici, là, plus la Sicile et la Sardaigne. Il se proclame roi de Castille, donc en 1516, et d'Aragon, roi des Espagnes. Il va également aussi récupérer les duchés autrichiens, là, ici, là. Donc vous voyez, il est présent partout. Il va même aider un sultan de Tunis qui avait été destitué, il va assiéger Tunis pour le remettre en place, et il va en profiter pour en faire son vassal. Donc vous voyez, il va même poser ses fesses en Afrique. Il possède la majeure partie de l'Europe à ce moment-là, tout simplement, hein, il faut dire les choses. À la mort de Maximilien, en 1519, il y a une élection pour élire le nouvel empereur du Saint-Empire romain germanique. Sur la ligne de départ, figurez-vous, il côtoie deux rois très puissants. Le roi d'Angleterre, tout simplement, Henri VIII, mais il n'y a pas que lui. Il y a également François Ier, le roi de France, tout simplement, qui candidate pour devenir empereur. Ça veut dire que si François Ier avait gagné cette élection, c'est pas lui qui l'a gagné, sinon on le saurait, il aurait pu unifier le Saint-Empire romain germanique à sa couronne et récupérer également l'Espagne, etc. Vous imaginez s'il avait pu gagner, c'est quand même un roi de France. Vous imaginez si le roi de France avait gagné cette élection, ce qui aurait pu advenir. Il aurait été maître de toute l'Europe. Ce qui se passait, alors évidemment, il y avait de la corruption. La propagande, c'est-à-dire que les soutiens de Charles disaient, pas illogiquement, que c'était l'héritier naturel de Maximilien, puisque c'était son petit-fils, il était un peu plus légitime à réclamer ce trône que le roi de France ou le roi d'Angleterre. Mais il y avait beaucoup surtout de corruption, il y avait des électeurs, c'était tous les princes, vous voyez, la Saxe, la Bohême, la Silésie, la Bavière, Münster, tous ces cités-états, le Palatinat, Trèves, etc., avaient un prince. Chacun de ces princes était un électeur pour élire celui qui allait les chapeauter et qui allait maintenir l'Empire uni. Et donc, lui, candidate face à deux rois, quand même, mine de rien. Et ils vont chacun essayer d'acheter le plus d'électeurs, tout simplement. Ils vont dépenser un argent fou, ils vont s'endetter tous les deux, notamment Charles. Au final, il va gagner. Alors, lui, il était soutenu par les Autrichiens et par des banquiers allemands, sachant qu'il gagnait aussi beaucoup d'argent grâce aux conquêtes espagnoles outre-mer. Alors que François Ier, lui, était soutenu notamment par les Italiens et la famille Médicis à Florence, très puissante, qui était une famille de banquiers, très riche également. Au final, on va estimer que Charles, qui va gagner l'élection et donc va devenir empereur, va dépenser 2 tonnes d'or pour acheter les électeurs. François Ier, lui, va en dépenser 1,5. C'est un petit joueur. Donc, il devient empereur, mais la rivalité avec François Ier ne s'arrête pas là, puisque la France, du coup, se retrouve littéralement encerclée dans une pince entre l'Espagne, donc le Saint-Empire, les Pays-Bas, la Bourgogne, les territoires italiens aussi, le duché de Milan, la Sardaigne, tout ça. Et il sait que Charles va sans doute essayer d'en profiter, notamment pour récupérer le duché de Bourgogne. Charles était duc de Bourgogne, mais du coup, il devait allégeance au roi. Comme ses prédécesseurs d'ailleurs. François Ier va essayer de récupérer des territoires, notamment le duché de Milan, et Naples également. Il va essayer d'envahir l'Italie, alors que Charles, lui, comme je l'ai dit, va essayer de récupérer le duché de Bourgogne. Donc il va y avoir 2 fronts principaux, même si le premier front va se situer en Navarre. Le roi de France va soutenir un chef local qui va essayer de récupérer la Navarre. Donc la Navarre, vous voyez, en fait, c'est l'équivalent du Pays Basque aujourd'hui. Et donc ils vont aller jusqu'à Pampelune, qui était la capitale de la Navarre. Au final, les Français vont récupérer la basse Navarre, c'est-à-dire le côté français, qui appartenait jusque-là à Charles Quint. Mais les vrais combats vont avoir lieu vraiment sur toute la face est, en Italie et en Bourgogne. Par exemple, Charles va attaquer Mézières, qui va être défendu par le chevalier Bayard, sans peur et sans reproche, qui va réussir à sauver la ville. Charles qui s'allie avec Henri VIII, son ancien adversaire de l'élection qui avait été vite battu, et avec le pape, contre les Français qui s'allient avec Venise. Charles conquiert Milan, il veut continuer et il échoue devant Marseille au final, donc il doit se retirer. François Ier qui lui finalement est battu en 1525 à Pavie, tellement nettement qu'il est capturé par Charles. Il va rester presque 1 an prisonnier de Charles, et il va devoir signer un traité terrible, que ce traité va dire qu'il doit tout simplement céder la Bourgogne à Charles. Il doit également épouser sa sœur. Ça, c'est le charme des traités du Moyen-Âge et de la Renaissance. Dans les traités, on marie des femmes. Et il doit également renoncer à ses vues sur l'Italie, et il doit laisser ses 2 fils, dont le futur roi Henri II, en otage en Espagne. Le truc, c'est que François Ier, après avoir signé le traité, il revient en France, grâce à un papier qu'il avait signé juste avant, pour dire qu'en fait, à l'époque où il avait signé le traité, il était faible, malade, et qu'on avait profité de lui, en gros. Le papier disait qu'en fait, le traité ne valait rien, et donc du coup, il va refuser d'appliquer le traité. La seule chose qui va être appliquée, c'est ses 2 fils qui vont rester presque 4 ans prisonniers en Espagne de Charles Quint.
Il y a une autre guerre, évidemment. On appelle ça la Ligue de Cognac. Et cette fois-ci, les Français vont s'allier avec les Anglais, leurs anciens ennemis, mais aussi avec le pape, mais aussi avec les principales villes italiennes du Nord, c'est-à-dire Milan, Florence et Venise. Et ils s'allient contre Charles. Et ils attaquent en Italie, ils assiègent Naples, ils saccagent Rome. Finalement, il y a un traité qui s'appelle le traité des Dames, en 1529. Cette fois-ci, François épouse vraiment la sœur de Charles. Il peut récupérer ses 2 fils contre quand même 2 millions d'écus, ce qui n'était pas rien à l'époque. Mais il garde la Bourgogne, donc finalement, l'honneur est sauf. Il se réconcilie finalement en 1538 grâce au pape. Il accepte même que les troupes de Charles traversent la France, parce que le problème de Charles, quand il devait aller d'Espagne à son empire de l'Est, on va dire, il est obligé de contourner la France. Donc c'était un peu galère. Et donc comme ils étaient réconciliés, François Ier, il accepte que Charles traverse son royaume. Il l'invite même, donc en 1539, à assister à un défilé de chars antiques, dédié aux dieux antiques. Mais la guerre va vite reprendre puisqu'ils vont à nouveau se battre pour le duché de Milan. Au final, Charles récupère quand même l'Artois et les Flandres. Son fils Henri II, qui lui succède en 1547 après sa mort, il va être vite sollicité par des princes réformés, c'est-à-dire des princes devenus protestants et qui sont en rébellion contre Charles Quint, qui non seulement doit mener des guerres incessantes contre la France, en Italie, mais en plus il doit gérer des révoltes en Espagne, notamment en Castille, et il doit gérer également l'influence protestante qui grossit, qui fait que lui qui rêvait d'un grand empire catholique doit mener une guerre civile, le début d'une très longue guerre religieuse dans le Saint-Empire romain germanique qui va être profondément marqué, et les princes réformés vont demander de l'aide au roi de France Henri II, qui va leur accorder cette aide, et donc ils vont tout simplement attaquer l'Alsace. Ils vont aller jusqu'à Metz, en Lorraine. Ils vont reconquérir tout l'est de la France actuelle, on va dire. En 1552, Charles essaye de récupérer Metz, mais il échoue. Par la suite, il va surtout subir des déconvenues, notamment dans la guerre contre les protestants. Il va finir par s'incliner, notamment lors de la paix d'Augsbourg en 1555. Ce traité est très important, puisque chaque prince du Saint-Empire romain germanique va pouvoir imposer sa propre religion au sein de son propre territoire. Vous imaginez un peu la difficulté pour chaque habitant de ces territoires. Tout d'un coup, on leur dit « Ah bah non, maintenant vous devez tous être catholiques » ou tous protestants. Mais en tout cas, ça veut dire que l'Empire n'est plus du tout uni sur le plan religieux, et à l'époque, c'était très important. Ça rogne sur son propre pouvoir à lui, sa propre influence, puisque lui, il est clairement catholique. Il est usé politiquement, il est usé par la maladie aussi, je vais y revenir. Il est usé par les révoltes en Espagne, il est usé par les guerres contre la France, par les guerres protestante. Il doit également gérer la montée de l'Empire ottoman qui assiège Vienne à un moment. L'Empire ottoman, il est quand même en Roumanie, là. Évidemment, il y a la Grèce dedans, toute la Yougoslavie, l'Empire ottoman qui ne cesse de progresser. Donc il est usé, il est malade. Il a notamment la goutte, il a du diabète, il a des hémorroïdes aussi parce qu'il a passé beaucoup de temps à cheval, donc il a mal aux fesses. Dès 1540, il va commencer à un peu déléguer son pouvoir à son fils, Philippe. D'abord secrètement, en 1540, il lui refile le duché de Milan, secrètement, ça c'est pas mal, c'est-à-dire qu'il était secrètement duc de Milan, qui était là, il était duc, mais fallait pas le dire, jusqu'en 1546 où ça devient officiel. Puis il lui refile également, lorsque son fils épouse Marie Tudor, qui est l'héritière du trône anglais, le royaume de Naples pour lui donner un peu plus de pouvoir face à sa femme en fait. Il finit par abdiquer en octobre 1555, après la paix d'Augsbourg. Il abdique de son rôle d'empereur du Saint-Empire romain germanique. L'Espagne, lui, va la refiler également à son fils l'année suivante. Celui qui va lui succéder en 1558 au poste d'empereur, c'est son frère Ferdinand qui avait également envie de pouvoir. Et finalement, il meurt la même année, en 1558, de la malaria. À l'époque, en Europe, on mourait de la malaria. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il faut aller au Costa Rica ou je sais pas où pour mourir de la malaria. À l'époque, en Europe, en Espagne, il meurt de la malaria dans un petit monastère où il s'était reclus depuis 2 ans. Au final, il va avoir 11 enfants, dont 5 illégitimes. À noter que Philippe, son fils, lui, va se marier 4 fois, dont 2 fois avec des cousines à lui, puis à la fin avec une de ses nièces, tout simplement. Donc voilà, donc je voulais un peu parler de lui parce que c'était le grand adversaire d'un roi qui est très célèbre chez nous, c'est François Ier, Charles Quint, qui finalement a dominé presque toute l'Europe. Enfin, il a cherché à le faire, mais les circonstances l'ont aidé. Et il a été à la fois très puissant et au final, il a quand même fini sur un échec, puisqu'il n'a pas réussi à imposer le catholicisme dans son empire. Il n'a pas réussi à récupérer la Bourgogne, mais son règne a quand même été un règne clé, notamment au XVIe siècle. Sur ce, je vais vous laisser et je vous souhaite un très bon week-end.